Merci d'écouter RFM Midi, le grand journal. Babacar Fall. À la une, le verdict du procès en appel de l'affaire Boffa Bayotte. Oumar Ampoy Bodian, acquitté, René Capain-Bassène reste en prison et reste condamné à la perpétuité. L'ONAS Gate, le procureur de la République, va auditionner Thierno Alassane Sall. Le député avait déposé une plainte après les graves accusations contre le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye. Et puis Waly Diouf Bodian, le directeur général du port autonome de Dakar, qui menace de licencier les syndicalistes qui s'opposent à la rupture des contrats de 700 salariés. Information donnée par les syndicats eux-mêmes. L'Assemblée nationale, ouverture ce matin d'une nouvelle session extraordinaire. Les parlementaires ont 15 jours pour fixer une date pour examiner le projet de loi pour la suppression du Conseil économique, social et environnemental et du HCCT. Le grand journal sur RFM, nouvelle attaque au Burkina. Les premiers vaccins de Mpox, anti-Mpox sont arrivés sur le continent africain. L'actualité internationale, Georges Diop et les sports. Rendez-vous avec Malal Junior Diagne, les Jeux paralympiques de Paris. Le début des épreuves aujourd'hui, entrée en lice à 15h du Sénégalais Aliou Dramé au tir à l'arc. Et puis, point de vue, le débat du jour, la forte criminalité au Sénégal avec les nombreux cas de meurtre. C'est le grand journal. Bienvenue, bonjour à tous. Et encore un meurtre. Cela se passe cette fois à Guia, à moins d'une dizaine de kilomètres de Podor. Un jeune adulte tué par son ami. Le suspect arrêté par la gendarmerie. Mamadou Diagne est notre correspondant dans la zone. Bonjour. Oui, bonjour Babacar. L'enquête a donc débuté et vous revenez pour nous sur cette affaire. Oui, Babacar, c'est exactement ce que vous venez de dire. Les faits se sont déroulés hier soir à Guia, localité située à 7 km de Podor. Et c'est suite à une altercation entre deux amis que l'un a poignardé l'autre qui est décédé sur le coup. Aussitôt alerté, la gendarmerie est venue sur le lieu pour procéder à l'arrestation du présumé meurtrier qui est un adolescent de 20 ans. Babacar a rappelé que le corps de la victime est actuellement à la morgue du centre de santé de Podor Babacar. Merci Mamadou Diagne pour toutes ces précisions. Un meurtre similaire s'est d'ailleurs produit à Tivaouane-Peulh à Dakar hier. En début de semaine, la mort d'un chauffeur de taxi qui a reçu une balle lors d'une scène d'agression au quartier d'Aro. Le double meurtre de Pikine, le célèbre artiste Aziz Dabala et son jeune ami Waly, tués dans des conditions atroces. Et d'ailleurs, 6 des 7 suspects sont écroués depuis hier. La tuerie de Boffa Bayotte, c'était il y a 6 ans dans la forêt de Casamance. 14 personnes, 14 coupeurs de bois massacrés. Les principaux mis en cause condamnés, vous le savez, à la perpétuité et en première instance. Ils avaient fait appel. Procès en appel le mois dernier à Ziguinchor, verdict rendu ce matin. Et Lamine Ba, fortune diverse pour les différentes personnes mises en cause dans cette affaire, verdict de la Cour d'appel de Ziguinchor. Oui, je confirme fortune diverse pour les deux, en l'occurrence René Capain-Bassène et Oumar Ampoy Bodian. Pour le premier, qui est René Capain-Bassène, la peine de réclusion criminelle à perpétuité a été confirmée en appel ce matin. Donc toutes les charges retenues contre lui, les charges d'assassinat, de tentative d'assassinat et de complicité de meurtre. Donc René Capain-Bassène, qui avait interjeté appel, va rester en prison. Quant à Oumar Ampoy Bodian, lui, il a tout bonnement été acquitté donc des faits d'assassinat, de tentative d'assassinat et de complicité de meurtre. Donc à rappeler que le tribunal de la Cour d'appel de Ziguinchor donc a rendu donc le verdict ce matin du procès qui s'est tenu en juillet dernier, procès en appel au cours duquel, je rappelle, donc René Capain-Bassène et Oumar Ampoy Bodian donc comparaissaient dans l'affaire de la tuerie de Boffa Bayotte survenue en janvier 2018. Donc synthèse, Oumar Ampoy Bodian est libre, René Capain-Bassène reste en prison dans l'affaire Boffa Bayotte. Merci Lamine Ba en direct de Ziguinchor. L'affaire de la bande des Filao, verdict du deuxième recours de l'Association des jeunes pour l'environnement. Ils ont été déboutés par la Cour suprême, une décision que regrette cette association qui pense que
Cette zone ne doit pas être habitée puisqu'il a été déjà attribué en parcelles multiples à des Sénégalais, magistrats entre autres. Mamadou Lamine Diagne, il est le porte-parole de cette association des jeunes pour l'environnement. Cette association voulait que la Cour suprême casse la décision de l'administration sénégalaise qui attribuait des terrains sur la bande des Filao à Guédiawaye. On l'écoute, Mamadou Lamine Diagne, après la décision de la Cour suprême tout à l'heure au micro de Nafissatou Silla. Le juge a dit que le recours de AGE est rejeté. Alors, nous l'avons interpellé sur les motifs mais il nous a dit justement qu'ils vont nous délivrer la décision et dans laquelle décision nous allons peut-être constater les motifs qui ont été soulevés par le juge pour rejeter le recours. Mais malgré tous les arguments qui sont en tout cas dans le dossier, le juge a estimé que le recours devrait être rejeté et il a rejeté. Il a aussi peut-être dans la décision rappelé le fait qu'eux ils sont déplacés sur les lieux, ils ont fait les constats déjà au mois de mai, mais l'ironie du sort c'est qu'on ne comprend pas le pourquoi aujourd'hui le recours est rejeté et je pense que dans ces genres d'audience, le minimum serait qu'on nous dise exactement ce sont ces tels motifs qui font que nous avons rejeté votre recours et cela n'a pas eu lieu. Nous le regrettons. L'affaire environnementale doit les concerner parce qu'aujourd'hui, dans tous les pays au monde, on assiste à des juges très audacieux et qui, en tout cas, à travers leur action, participent à la protection effective de l'environnement. Mais cela n'est pas le cas avec le juge de la Cour suprême, ce qui est vraiment déplorable et malheureux. De toute façon, nous sommes là sur le terrain, nous observons. Bientôt, les travaux, effectivement, vont démarrer, les travaux d'urbanisme. Nous n'allons pas nous laisser faire, c'est le deuxième recours, et nous allons encore intenter des recours. Et une fois qu'on reçoit aussi la décision, on va se concerter avec nos avocats. Et des nouvelles de la plainte du député Thierno Alassane Sall dans l'affaire dite ONAS et les graves accusations de Cheikh Dieng, le directeur général limogé de l'Office national de l'assainissement. Des accusations contre le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye. Le procureur va auditionner Thierno Alassane Sall dans 2 semaines, nous dit-il. Les deux parties prenantes se sont livrées à des accusations publiques avec des documents en référence et nous avons creusé, nous avons davantage fourni des preuves que les entreprises dont on dit qu'elles sont les plus sérieuses ont régulièrement fait l'objet de recours pour des marchés attribués dans des conditions litigieuses qui ont été jusqu'à la Cour suprême. Donc il y a de quoi fouiller. Et c'est ce que nous demandons au procureur de faire puisque aujourd'hui seule la justice peut édifier l'opinion. Les gens parlent de Djoub Djoubel Djoubanti, le gouvernement étant partie prenante. D'ailleurs, il s'agit de l'administration de manière générale entre l'ONAS et son ministère de tutelle. L'affaire ne peut être tirée au clair que par la justice. Et je crois qu'il y a suffisamment de faits. Nous avons effectivement saisi le procureur qui nous a demandé un délai de 15 jours pour pouvoir nous répondre. Mais en l'occurrence, avec tout ce qu'on a dit dans ce pays-là, la brigade financière, l'OFNAC, etc., c'est le moment et on sait bien que dans le secteur de l'assainissement, il y avait une mafia. On l'a démontré, nous, Hervé. Et on sait que cette mafia n'a pas disparu du jour au lendemain. Elle semble même être encore en œuvre. C'est ça la question qui se pose. Est-ce qu'il y a une rupture dans cette mafia qui tenait le secteur de l'assainissement et qui cherche à se perpétuer? L'ancien directeur général, à tort ou à raison, dit que c'est le cas, même si lui, on peut lui reprocher des choses. La nouvelle équipe dit non, on a reconduit ceux qui étaient là parce qu'ils étaient les meilleurs. Alors même que nous avons subi pendant des années les affres dues à ces gens-là, il est temps qu'on nous dise. Thierno Alassane Sall, interrogé par Koumba Sandiane Faye à l'Assemblée nationale. Koumba Sandiane qui suit pour nous l'ouverture d'une nouvelle session extraordinaire au Parlement. Bonjour Koumba Sandiane. Bonjour Babacar. Une session extraordinaire sur demande du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui va faire examiner par les députés un projet de loi pour la suppression du Conseil économique, social et environnemental et du HCCT, le Haut Conseil des collectivités territoriales. Le Parlement a donc tenu une séance plénière ce matin pour l'ouverture de cette session extraordinaire. Les travaux aussitôt démarrés ont été cessés, la séance aussitôt levée. Le président du Parlement envoie tout le monde en commission. Il n'y a pas eu d'ordre du jour ni de débat. Vous l'avez dit, exactement, Babacar. La séance d'aujourd'hui, ouverte à 11h passées de quelques minutes, puis levée sur le coup. C'était l'ouverture inaugurale. Les parlementaires vont passer, comme vous l'avez dit, à la conférence des présidents des commissions
pour saisir la commission des lois sur le fond pour arrêter le calendrier de travail en commission technique et en plénière. Les députés donc ne peuvent pas dépasser 15 jours. C'est le temps résolu pour une session extraordinaire. L'Assemblée donc a 15 jours pour examiner le projet de loi proposé par le président Bassirou Diomaye Faye. Le dit projet vise à supprimer les institutions comme le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales, des parlementaires comme Serigne Abdou Bara Dolly. Selon lui, le président de la République devrait saisir en procédure d'urgence l'Assemblée nationale, mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Mais les députés, eux, devraient le faire. Des non-inscrits comme Abba Mbaye, eux, parlent de recul de la démocratie. Selon eux, les régimes ne doivent pas instaurer les institutions comme ils le veulent. Babacar, nous y reviendrons dans nos prochaines émissions, si vous n'avez pas de questions, bien sûr. Tout est parfait. Merci, Koumba Sandiane Faye. On retient que les députés ont 15 jours pour fixer une date pour une séance plénière pour réexaminer ce projet de loi de Bassirou Diomaye Faye. Merci d'écouter le grand journal sur RFM. Il est midi passé de 10 minutes. RFM 94.0, la radio en puissance. On vous l'a dit en titre, le malaise qui persiste au port autonome de Dakar, le directeur général et les travailleurs, c'est toujours la tension. Des demandes d'explication et des menaces de licenciement ont été servies à des syndicalistes, nous font-ils savoir. Cela fait suite au communiqué des syndicats qui fustigeaient la gestion de Waly Diouf Bodian et surtout le licenciement de 700 salariés du PAD. Et là, Ils sont 5 travailleurs à avoir reçu des demandes d'explication suite aux différends qui les opposent à leur directeur général. Waly Diouf Bodian menace de les licencier et de les traduire même en justice pour diffamation. Il reproche à ce groupe et à d'autres travailleurs des sorties sur les réseaux sociaux, notamment d'avoir posté sur WhatsApp sa photo avec l'inscription « Port, le DG donne un marché public à son employé », une allusion au supposé marché que Waly Diouf Bodian aurait attribué à un de ses conseils techniques. Face à cette situation de crise au port autonome de Dakar, de bonne volonté jouent les bons offices selon nos sources. Il y a le comité des sages du port, l'amicale des cadres, l'amicale des retraités ainsi que l'amicale des anciens du port, regroupant ceux qui ont eu à occuper les plus hautes fonctions dans cette entreprise publique. Les médiateurs comptent rencontrer les travailleurs et leur directeur général pour une solution de sortie de crise. Une crise née du communiqué récemment rendu public par le syndicat des travailleurs pour dénoncer le licenciement de 700 contractuels ainsi que l'affaire du supposé marché attribué au conseil technique Touba Fall. Pour l'heure, les syndicalistes du port ont décidé de s'asseoir à toute action pour donner une chance aux médiations en cours. Les précisions d'Elhadj Ndiogou, elle réagit enfin. La Convention des jeunes reporters réagit sur la journée sans presse observée par le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal il y a quelques jours. Le président de la CRJS, Migui Maram Ndiaye, donne donc sa position. Il invite l'État et les patrons de presse à se retrouver autour d'une table pour sauver ce secteur, le secteur des médias privés surtout. On l'écoute, Migui Maram Ndiaye, propos recueillis par Oumou Kalsoum Ly. Nous n'avons pas senti la nécessité lors du déroulement de ce plan d'action de se prononcer pour des raisons que nous avons évoquées d'ailleurs avec certains partenaires. Mais rassurez-vous, il n'y a pas de divergence entre les reporters et le patronat. C'est pourquoi sur cette question, ce que nous avons dit, c'est que nous invitons toutes les deux parties, l'État du Sénégal et le patronat, à s'asseoir autour d'une table pour trouver une solution. Parce que nous, notre rôle maintenant, c'est de se positionner comme des médiateurs dans cette crise-là. Parce que nous serons les victimes quand il y aura des difficultés dans les entreprises de presse. C'est ce que nous avons compris, c'est pourquoi nous avons opté le silence dans un premier temps, mais on était en train de poser des actes. On a rencontré pas mal de personnalités pour voir comment améliorer ces relations-là entre les autorités étatiques et le patronat. Donc notre appel, c'est d'inviter les deux parties à s'asseoir autour d'une table pour discuter. Quand on était avec le président de la République, nous avons plaidé pour une fiscalité adaptée au secteur des médias. Ça, on parlait au nom du patronat. Donc nous sommes, il y a eu des discussions parce qu'à l'issue de notre rencontre avec le président de la République, le premier acte que nous avons fait, c'est de rencontrer le patronat pour faire le compte rendu. Donc il n'y a pas de problème entre les reporters et le patronat. Donc nous invitons donc les deux parties à s'asseoir autour d'une table pour trouver une solution. Le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal qui s'exprime en marge d'un atelier d'échange et de sensibilisation entre les professionnels des médias
et les forces de défense et de sécurité. Cette rencontre se tient à la maison Babacar Touré, la maison de la presse à Dakar. Midi 14, en réunion du Conseil des ministres hier, le président de la République a demandé à ses services d'envisager le relogement des victimes d'érosion côtière. RFM s'est rendu pour vous à Bargny, rencontrer des sinistrés de cette érosion côtière. Les situations trouvées sur place ou la situation générale trouvée sur place, elle est triste. Vous allez le voir dans ce reportage de Salimata Aou. Ndiagasamb, Ndjanja, Ngounou, Ndjayen, Ngunjulankar et Minan. Ce sont là les 6 quartiers impactés par l'érosion côtière. Les victimes, impuissantes face aux dégâts, racontent leur calvaire. C'est vers 6 heures du matin que nous avons été réveillés par les vagues. J'étais à l'intérieur avec mon enfant et ma femme. J'ai appelé en urgence un ami qui m'a prêté une chambre pour me sauver. C'était indescriptible. Les vagues étaient puissantes. Nous nous sommes terrés dans une chambre. C'est à la sauvette qu'on est sorti de la maison presque démolie. À Bargny, les toilettes sont un luxe pour les habitants. On cuisine sur cet espace, on mange ici aussi. On n'a pas le choix et ce qui est grave, c'est que nous n'avons pas de toilettes. On squatte les maisons de nos proches. Si les enfants veulent se soulager, c'est au bord de la mer qu'ils le font. Selon les victimes, le site qu'occupe la centrale à charbon leur était dédié. Sur ce, elle interpelle l'État du Sénégal. La démantèlisation de cette centrale. Parce que nous avons démantelé place. La construction de barrages ou de brise-lames, une urgence pour ces impactés. Mais pour le moment, leur délogement est plus qu'une priorité en vue d'une vie décente, estiment ces victimes. À suivre les prochains jours, notre grand reportage sur cette érosion côtière à Bargny. Le fleuve Sénégal et sa crue provoquée par les fortes pluies, des débordements qui ont fait des victimes. Souvenez-vous, le niveau du fleuve commence à baisser, certes, mais les désagréments sont toujours de rigueur dans la région de Matam. Beaucoup de routes et de ponts restent impraticables. Ali Bandel Niang nous fait le point. La tendance baissière se poursuit au niveau du fleuve Sénégal à la station de Matam. Une baisse certes, mais la côte d'alerte reste toujours dépassée et le fleuve Sénégal continue de déborder, rendant difficile le déplacement dans la zone du Dandemayo. Si les populations se retrouvent aujourd'hui dans cette situation au point qu'elles sont obligées de risquer leur vie dans des eaux du fleuve et des défluents, c'est parce que les travaux de réalisation des routes ont dépassé leur délai de livraison. Sur le sujet, voici la réaction de Mamadou Alassane Camara. Il est le directeur général des infrastructures routières et du désenclavement. Il y a eu un retard lié justement à la conjoncture internationale, notamment lié à la guerre en Ukraine, qui a fait que les viroles qui devaient être commandées pour servir de pieux ont pris 9 mois avant d'être acheminés sur site. Et c'est ce qui a contribué à retarder. Cet ouvrage sera livré d'ici à fin octobre. Les populations pourront oublier justement toutes ces difficultés liées à la traversée. Donc par rapport au pont de Djamel de Ndouloumadi, l'État du Sénégal a engagé un certain nombre de travaux dans le cadre du programme spécial de désenclavement. Et que les travaux sont ralentis actuellement du fait principalement de l'hivernage et justement des difficultés constatées sur ces ouvrages-là. 9 ouvrages qui seront construits dont le pont de Ndouloumadi et celui de Djamel. Rappelez que le pont de Djamel, je salue justement la mesure prise par les autorités administratives de Matam pour éviter que des gros porteurs passent sur cet ouvrage dans ces conditions. En tout cas, cette décision contribue à éviter des pertes en vies humaines. Des raisons techniques pour justifier ce retard dans l'exécution de ces projets de désenclavement, certes, mais les populations continuent également de dénoncer la sourde oreille des autorités qui, malgré le nombre de victimes, ne sont toujours pas déplacées à apporter leur soutien. Matam, Ali Bandelignan, RFM. RFM. L'actualité internationale.
Bonjour, Georges Déthié-Diop. Bonjour, Babacar. Ce nouveau massacre au Burkina Faso, des dizaines de civils tués dans le sud du pays. Plus de 20 victimes dans la commune de Sanaba. L'attaque terroriste qui s'est produite dimanche est survenue au lendemain du massacre de Barça-Logo qui a fait plus de 200 morts. Sodakiam. Les terroristes ont attaqué une église pendant une prière dans le petit village de Kounla. Ils ont encerclé l'édifice en joignant les femmes et les enfants à partir, puis ont attaché les hommes. Les assaillants ont ensuite procédé à des exécutions sommaires, entraînant la mort de 26 personnes. Par la suite, ils ont incendié des habitations et des enclos avant de fuir en emportant du bétail volé. Les survivants de cette attaque meurtrière se sont réfugiés à Sanaba, plus au sud, bien que cette attaque dans la province des Banois ait été exceptionnellement brutale, elle n'était pas la première visant la communauté chrétienne lors d'une cérémonie religieuse. Le 25 février, une attaque similaire survenue à Essakana, dans le nord du pays, avait fait 15 morts et 2 blessés durant une messe dominicale. Sur le Thiam, Afrique de l'Ouest toujours, Georges Déthié-Diop, le Nigeria, premier pays africain à recevoir des doses de vaccin contre le Mpox. Plusieurs milliers de doses du vaccin Gélios. Elles sont arrivées à Abuja et ont été officiellement réceptionnées en don des États-Unis au Moukal Somli. Le Nigeria a enregistré des cas de Mpox dans 10 États et ces vaccins, dont du gouvernement américain, seront en priorité mis à disposition des patients dans 5 États, Bayelsa, Edo, Cross River, Lagos et Rivers, où le taux de morbidité est le plus élevé. Le vaccin Jynneos est un vaccin à 2 doses pour les personnes qui n'ont jamais été vaccinées contre la variole. Il est indiqué dans la prévention de la variole humaine et le Mpox chez les adultes de 18 ans et plus. L'ambassadeur Richard Maïs explique le choix du Nigeria. Le gouvernement nigérian a effectivement mis en place un plan stratégique de vaccination pour s'assurer que ces vaccins soient utilisés de manière efficace et que ce don de 10 000 doses soit maximisé. Ce plan est précisément la raison pour laquelle le Nigeria a été sélectionné pour recevoir ce premier lot de vaccins. Nous resterons engagés aux côtés du Nigeria dans ses efforts pour enrayer la propagation de la variole du singe. Outre le Nigeria, des vaccins promus par les États-Unis et l'Alliance vaccinale Gavi sont toujours attendus en République démocratique du Congo, l'épicentre de l'épidémie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 4 000 nouveaux cas de Mpox ont été enregistrés sur le continent la semaine dernière. 3 ressortissants nigérians condamnés à 6 ans de prison, un autre à 5 ans par la Wall Street Court de Londres au Royaume-Uni. Ils ont été reconnus coupables de complot visant à faciliter l'entrée illégale au Royaume-Uni et de complot visant à fournir de faux documents, de faux certificats de mariage pour faciliter l'immigration illégale. La Tunisie, un tribunal autorise le candidat, comment ça se prononce cette affaire ? Le candidat Abdelatif Meki. Alors, il est autorisé à se présenter à la présidentielle. Oui, c'est le tribunal administratif qui a confirmé le recours du candidat, lui permettant ainsi de revenir dans la course à la présidentielle prévue le 6 octobre. Info Reuters qui cite un responsable judiciaire. Il s'agit du 2e jugement de ce type rendu cette semaine. Le tribunal administratif a également réintégré Abdel Latif dans la course après que la commission électorale a rejeté son dossier de candidature. Cette décision va redonner de l'élan à la course électorale et pourrait durcir la compétition pour l'actuel président Kaïs Saïed qui brigue un second mandat. La présidentielle américaine Kamala Harris creuse l'écart avec Donald Trump. La démocrate devance le républicain Donald Trump de 45% à 41% dans ce sondage Reuters Ipsos publié ce jeudi, un sondage qui montre que la vice-présidente suscite un nouvel enthousiasme parmi les électeurs et bouleverse la course à l'élection présidentielle du 5 novembre prochain. La guerre au Proche-Orient pour terminer. Le djihad islamique a annoncé la mort de son commandant dans le camp de réfugiés de Nour Shams à Tulkarem en Cisjordanie occupée. Un peu plus tôt, l'armée israélienne a indiqué avoir éliminé 5 terroristes parmi lesquels Mohamed Jaber dit Abu Shouja, le commandant de la brigade Tulkarem des brigades Al-Hot, la branche armée du djihad islamique. Georges Déthié-Diop, le journal international, merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM.
Le débat du jour porte sur la montée de la criminalité au Sénégal. RFM Sport. Les sports, c'est un journal de Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Babacar. On démarre par les Jeux paralympiques de Paris. La délégation sénégalaise est bien installée dans la capitale française. Bien installée avec des locaux adaptés. Le chef de délégation Yoronia a fait le point ce matin avec nous. Nous l'écoutons. Il n'y a pas de problème côté hébergement parce que nous sommes à l'entrée du village ou à la sortie du village. On est à 1 ou 2 pas de la porte centrale et de l'autre porte qu'on appelle porte étoile, en face de la polyclinique et juste à côté du restaurant. On peut dire que on est vraiment berné de ce côté. À l'intérieur du village aussi, on a tous les commodités, on n'a pas de problème de connexion, problème d'eau, problème d'électricité. Tout se passe comme prévu. Les athlètes sont en regroupement, ils n'attendent que leur jour pour aller faire les compétitions. Les bus aussi sont disponibles, ils arrivent à l'heure pour aller aux entraînements. Jusque-là, on ne se plaint pas. Côté objectif aussi, c'est comme au début, c'est juste aller le plus loin possible, pas faire une très bonne participation, éviter d'être des figurants. Ce ne serait pas une surprise qu'un athlète décroche une médaille comme on l'a décrit partout et on est dans cette dynamique. La compétition démarre donc aujourd'hui pour le Sénégalais. Aliou Dramé au tir à l'arc, comme dit Babacar à Pouli, sera en lice à partir de 15h à Paris. Samedi, ce sera au Grand Palais. Youssoufa Diouf, para-athlète, donc, va compétir dans la catégorie des plus de 80 kg en K44. Il sera en lice. Nous allons parler toujours de ces Jeux paralympiques pour parler de taekwondo avec le Sénégal qui s'est bien préparé, selon l'entraîneur de l'athlète sénégalais qui va compétir dans cette discipline. Tout s'est bien passé. Abdoulaye Yangan Ndiaye a fait le point de la préparation avec Cheikh Tidiane Ndiaye. Pour les conditions de préparation, bon, ça a été on ne va pas dire 100%, mais ça a été à 80%. On s'est préparé durant 3 mois au niveau du stade de Pékin, de l'arène nationale. Vraiment, on était à fond. Notre objectif, vraiment, mon objectif personnel, c'est de monter sur le podium. Ça, c'est mon objectif personnel. Vu qu'on s'est bien préparé, voilà, on s'est très bien préparé. Et voilà, là, j'attends vraiment que mon athlète soit sur le podium. C'est ça mon objectif personnel. À part ça, ça va, on est là en mode relax, on se prépare, on est focus sur la compétition, les derniers réglages, on est très bien arrivé au village, on a pris nos repères et ça va quoi. Pour l'instant, ça va très bien. On attend que le jour J pour faire notre 100%. On revient au Sénégal pour parler foot navétane, les phases nationales de l'ODCAV à Diourbel. Tout est fin prêt, nous disent les organisateurs. Selon le président de l'ORCAV, Cheikh Tidiane Diagne, l'organisation est fin prête à 90% pour donc recevoir les équipes et la compétition. Cheikh Diagne a fait le point ce matin. Nous l'écoutons. Nous sommes en phase terminale par rapport à la préparation de l'organisation des phases nationales de l'ONCAV. Je crois que je peux affirmer qu'aujourd'hui, nous sommes presque à 99% du point de vue de l'organisation. Je crois que tout est fin prêt et nous avons pris toutes les dispositions utiles et nécessaires par rapport à ces outils de la jeunesse sénégalaise. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, nous sommes présentement au stade en train de faire les derniers réglages, pratiquement sur le nettoyage du stade et ensuite d'éventuelles décorations pour la cérémonie d'ouverture. Je crois qu'aujourd'hui, je peux affirmer avec certitude que la région de Diourbel est fin prêt. Et là où va se dérouler la cérémonie d'ouverture au niveau du stade municipal El Hadji Ibrahima Gueye Mbacké, nous avons pris toutes les dispositions et pour dire vrai que nous sommes véritablement fin prêts par rapport à l'organisation de cette grande manifestation de la jeunesse sénégalaise. Voilà, Babacar, après RFM Matin, vous avez fait RFM Midi. Forcément, la prime de Ndjougou doit être conséquente. Oui, mais j'espère bien. Croisons les doigts. En tout cas. Malal Junior Diagne, le journal des sports. RFM, la presse du jour. La revue de presse préparée par Georges Détié-Diop et à la une, bien sûr, l'Assemblée nationale et la suppression souhaitée des institutions CES et HCCT par Bassirou Diomaye Faye.
La suppression annoncée du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, l'Assemblée nationale entre en jeu ce jeudi. Les députés sont convoqués en séance plénière pour l'ouverture de la session extraordinaire. Cela suite au décret présidentiel transmis au président de l'Assemblée nationale par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Ainsi, le quotidien affirme que les députés prennent date. Le Témoin, lui, s'arrête sur les députés de Benno Bokk Yakaar, majoritaires à l'Assemblée. Selon le journal, ils sont à l'épreuve de l'équation Diomaye. Pendant ce temps, Vox Populi prédit des empoignades à l'hémicycle. Walf Quotidien au sujet de la suppression du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales parle d'un couteau à double tranchant. En tous les cas, le président explique ses motivations. Selon Vox Populi, il invoque la doctrine de transformation de la gouvernance publique voulue à travers la mise en œuvre accélérée du projet, notamment le raffermissement des réformes constitutionnelles, l'amélioration continue du processus de prise de décision des pouvoirs publics et la rationalisation systématique des charges de l'État. Dans Sud Quotidien, pour qui l'Assemblée joue à l'arbitre, un professeur agrégé en droit constitutionnel sous le couvert de l'anonymat confie que la suppression des institutions n'a jamais été efficace ou impactante dans l'histoire politique et institutionnelle du Sénégal. Deux dames qui ont eu à diriger les institutions en question, Aminata Mbengue, toujours à la tête du Haut Conseil des collectivités territoriales, et Aminata Touré, ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental. Enquête les met en lumière à travers des portraits croisés. Deux destins, une influence, titre le journal. Aminata Mbengue, gardienne du temple socialiste, un parcours marqué par la fidélité et l'ancrage local. Aminata Touré, la technocrate rebelle, toujours prête à rompre avec l'ordre établi pour défendre ses convictions. Deux icônes qui défient les conventions dans un paysage politique dominé par les hommes. À la une de Les Échos, rationalisation des dépenses publiques, Ousmane Sonko fait des coupes sombres dans le budget 2024. L'usage des consommables informatiques et des appareils électroniques dans les bâtiments administratifs réglementés, tous les programmes jugés non essentiels supprimés, la masse salariale sera polissée, les biens soustraits du patrimoine de l'État et du parc automobile seront récupérés, les missions à l'étranger des agents de l'État rationalisées, bientôt la mise en place d'un dispositif de centralisation des achats de matériel et mobilier de l'administration, des mesures annoncées hier lors de la réunion du Conseil des ministres. Le scandale présumé à l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal, l'affaire fait la une de Source A. Selon mon confrère, le ministre Cheikh Tidiane Dièye a écrit à la DCMP pour renoncer à son entente directe en faveur de Delta et Vicas. 24 heures plus tard, le successeur de Cheikh Dieng sollicite à son tour une entente directe. Cheikh Tidiane Dièye donc qui dit renoncer à la requête de recourir à une entente directe par substitution dans la mesure où le nouveau directeur général se chargera d'entreprendre les diligences requises, surtout que sa structure dispose déjà des crédits afférents. Dans sa lettre de désistement adressée à la DCMP, Cheikh Tidiane Dièye, selon le journal, continue de s'attaquer à Cheikh Dieng en parlant de plusieurs manquements de dépassement, signification du budget, d'écart de facturation, entre autres. Cheikh Dieng a lui aussi demandé et obtenu un marché par entente direct au profit de Vicas et Delta pour cause d'insuffisance de crédit, l'urgence d'exécuter les opérations pré-hivernage et la lenteur des opérations de curage. Et pour convaincre la DCMP, Cheikh Dieng reproduit le même argumentaire que le ministre avait servi à la direction centrale des marchés publics. Le double meurtre à Pikine Technopole, les suspects placés sous mandat de dépôt depuis hier. Presque tous les journaux en parlent. Selon Tribune, Naboulé et compagnie sont envoyés en prison. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, assassinat, acte de barbarie, vol aggravé et complicité dans ces crimes. L'Observateur relève que Naboulé s'enfonce. Elle parlait avec les meurtriers jusqu'à 4 heures du matin. La demande d'expulsion de Wali et l'expédition punitive qui a mal tourné. La danseuse poursuivie pour association de malfaiteurs et complicité d'assassinat avec barbarie. Les charges retenues contre les autres membres de la bande à lire dans l'Observateur qui s'est par ailleurs entretenu avec le président de la commission culture et communication du comité d'organisation du Magal de Touba, Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma. Entre autres sujets évoqués, l'hébergement des délégations étrangères lors du Grand Magal de Touba, l'assainissement, le Safar. Les dures vérités de Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma. Au sujet de l'hébergement des délégations étrangères, il confie que des fidèles ont immédiatement pris le relais pour 3 nuitées à un coût inférieur à 10
10 millions de francs CFA. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Midi 34 points de vue, le débat du jour porte sur la forte criminalité au Sénégal. À la lumière de l'actualité, vous le savez tous, ces nombreux cas de meurtres relatés au quotidien dans les médias. Le plus en vue, le double meurtre de Pikine, l'affaire Aziz Dabala. Naboulé et compagnie d'ailleurs en prison depuis hier pour parler du phénomène. Nous sommes avec le docteur Djibi Diallo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en criminologie, ancien sous-préfet de Dakar Plateau. Avec nous également Khalifa Babacar Diagne, psychologue conseiller. Bonjour. Bonjour Babacar. Merci à tous de participer à ce mini-débat. Docteur Djibi Diallo, comment expliquer cette montée de la criminalité dans le pays? Oui, merci Babacar. Je salue tous vos auditeurs. Alors, on a des problèmes de connexion avec le docteur Djibi Diallo. Nous sommes désolés. Docteur, vous nous entendez bien? Je vous entends bien, Babacar. Allez-y. Bien, je disais donc qu'il faut quand même faire la différence entre l'insécurité et le sentiment d'insécurité. Lié à l'actualité, il y a beaucoup de gens quand même qui ont un sentiment d'insécurité. Mais ce sentiment d'insécurité ne peut pas être effectivement une insécurité comme les gens le pensent. Mais ce qu'il faut comprendre, que le crime se définit par rapport à une norme. C'est souvent des déviances constatées, et ces déviances consistent à la transgression de la norme sociale. Elle est soit en état originel, ce qui est une conséquence de la mauvaise éducation de la personne, de l'individu, dans un groupe, ou bien d'une manière, en tout cas, à transgresser les règles. Alors, allô? On vous entend, docteur Djibi Diallo. Voilà, maintenant ce qui peut expliquer cela, les causes sont multiples et multiformes. Elles sont liées à plusieurs facteurs. Elles peuvent être liées à un facteur démographique, avec la macrocéphalie donc, qui favorise la criminalité. Elle peut lier à des facteurs économiques, c'est-à-dire que l'inégalité donc, de la distribution des ressources naturelles, des ressources donc, de la dividende économique. Et elle peut être liée à des facteurs sociaux, du moins, tels que la pauvreté, la vulnérabilité, la frustration et les emplois en général, peu d'emploi, et aussi même un facteur politique, parfois avec des décisions parfois indésirables. Alors donc, ce sont les principales causes qui souvent créent des conditions effectivement où les jeunes sont désœuvrés, où ils sont devenus vulnérables et ils s'adonnent à l'utilisation de stupéfiants qui peuvent effectivement dénaturer leur personnalité. Donc, c'est-à-dire que c'est plusieurs facteurs combinés qui peuvent conduire aujourd'hui à élaborer la criminalité parce que les gosses ne trouvent pas, les jeunes ne trouvent pas d'emploi, souvent. Et il y a un problème d'éducation parfois. Il y a un problème aussi de communication et d'interaction entre les FDS et les populations elles-mêmes qui ne participent pas à la sécurité. Pas de facteurs exogènes, l'influence de la télévision, comme on disait à l'époque, et maintenant des réseaux sociaux peut-être? Oui, il faut prendre en compte, quand je parle effectivement des causes sociales, il y a ce facteur-là. Parce que la question de la criminalité, aussi, parmi ces facteurs, il y a effectivement les moyens de communication. Parfois, nous sommes sujets même de ces moyens de communication. Quand vous regardez les réseaux sociaux, avec son téléphone, les gens ne communiquent plus dans la famille. On est plus enclin, n'est-ce pas, à communiquer dans TikTok, dans WhatsApp, avec des groupes, etc. Et le contenu de ces messages, souvent, ne renseigne pas, n'est-ce pas, sur les bons comportements, mais au contraire, crée des déviations. Et là-bas, on croit peut-être nous-mêmes participer effectivement à une information, alors que c'est nous-mêmes, effectivement, nous constituons la proie. Merci, docteur Djibi Diallo. À ce niveau-là, il faut aujourd'hui trouver au moins à mon niveau pour, à mon avis, pour en tout cas réguler cela et voir le contenu, n'est-ce pas, de TikTok qu'on peut avoir ou bien dans les réseaux sociaux. Il y a des pays qui régulent, qui interdisent même parfois. Khalifa Babacar Diagne, vous êtes psychologue conseiller. Il y a un autre sous-phénomène dans ce phénomène de la criminalité, l'organisation de bandes, de gangs. On avait connu la célèbre bande à Ino et Alex. Sur le double meurtre de Pikine, par exemple, une affaire de gang, de règlement de compte, d'expédition punitive. Est-ce qu'il faut s'inquiéter que ça prenne une certaine échelle dans le pays où ce sont des actes isolés? Oui, merci Babacar. Moi, je les considère plutôt comme des actes isolés. D'abord, il faut comprendre qu'il n'existe pas au monde
un pays ou une société où on ne constate pas d'actes criminels comme ceux que nous avons vécu ces derniers jours, dans cette dernière séquence d'une dizaine de jours. Je ne pense pas qu'il y ait une possibilité de la montée des gangs au Sénégal, parce que moi, ma conviction, c'est qu'il n'y a pas de problème d'insécurité ici au Sénégal, parce que il faut faire la différence entre le sentiment d'insécurité et l'insécurité en tant que telle. Nous sommes à une ère marquée par l'avènement des réseaux sociaux, à telle enseigne que lorsqu'il y a des actes que nous avons vécus ces derniers jours, il y a une amplification qui fait monter les émotions et qui donne l'impression que nous vivons dans une société insécure. Est-ce que la population, elle ne prend pas un peu au sérieux cette affaire-là? Parce qu'on a vu justement sur les réseaux sociaux des challenges. Quand on sonne à la porte, personne ne veut ouvrir après ce qui s'est passé à Pikine. Oui, c'est des manipulations. Et vous savez, avec l'avènement des réseaux sociaux, les gens ont une possibilité de se faire voir, de mettre le curseur sur eux-mêmes, de vouloir se montrer important, à telle enseigne qu'ils s'adonnent à toutes sortes de jeux. Moi, je considère ça comme des jeux à des fins purement de manipulation. Mais pour une personne qui prend une certaine distance, elle ne peut pas tomber dans ce piège-là. Et pourquoi je vous disais qu'il n'y a pas, de mon point de vue, de risque au Sénégal de voir la montée des gangs, c'est que il peut y avoir des faits isolés, des gens qui s'organisent pour faire quelque chose, une expédition punitive comme ça a été le cas, mais dans les jours qui suivent, vous voyez toujours que la police, les forces de défense et de sécurité arrivent à prendre le dessus. Et vous ne pouvez pas me dire un gang organisé, connu, qui fait une dizaine de jours ou une quinzaine de jours sans pour autant être appréhendé par les forces de défense et de sécurité. Bien, on revient à vous dans une minute, Khalifa Boubacar Diagne. Docteur Djibou Diallo, avec vous, on termine sur cette question. À quoi peut mener ce sentiment d'insécurité noté chez la population depuis quelques jours? Oui, Babacar, comme il l'a dit effectivement, il faut qu'on fasse une différence entre les faits criminels et les faits sociaux. Si vous regardez la plupart du temps, les crimes qu'on a eu à vivre ces jours, vous voyez rarement des personnes qui sont agressées et tuées sur la voie publique. C'est plutôt des problèmes de famille, n'est-ce pas, qui ne sont pas des faits effectivement d'insécurité. Parce que le sentiment d'insécurité, tel que l'a dit mon co-débatteur, c'est exactement le fait qu'on pense que tout simplement que toute action violente est une insécurité. Non, ce n'est pas le cas. On a plus un sentiment d'insécurité que de l'insécurité elle-même. Quand vous regardez les statistiques, le Sénégal est l'un des pays les plus sécurisés. C'est l'un des pays où les gens vont à leur préoccupation sans être inquiétés. Et aujourd'hui, la formation et l'engagement de nos forces de défense et de sécurité est tellement aujourd'hui actuel que on ne peut pas penser qu'il y a une insécurité. À mon avis, il n'y a pas une question d'insécurité, mais il y a comme un sentiment d'insécurité. Maintenant, les conséquences que cela peut engendrer, ce sont des conséquences, effectivement, comme vous l'avez dit, des conséquences où les gens sont apeurés. Ensuite, les autres conséquences, ça peut conduire, effectivement, les jeunes à vouloir, tenter l'immigration clandestine ou irrégulière. Ensuite, les industries de vente d'armes peuvent aussi penser que c'est le moment à jamais pour effectivement se lancer dans cette dynamique. Le blanchiment de capitaux, n'en parlons pas. Le développement de la violence et les vols armés aussi. Ce sont des conséquences que cela peut avoir et surtout la consommation. Vous donnez des éléments importants, docteur Djibi Diallo. On va terminer, parce que tous les deux, on vous retrouve dans une heure pour ce débat en Wolof. Khalifa Boubacar Diagne, on termine avec vous donc en 30 secondes. Vous semblez tous les deux rassurer tout le monde, mais tout le monde est en train de se barricader, de se sécuriser à la maison, caméras de surveillance, gardiennage, chiens de garde. L'appel que vous semblez lancer risque de ne pas être entendu parce que beaucoup ont peur. Mais c'est tout à fait normal et compréhensible pour n'importe quel psychologue ou sociologue parce qu'il y a la perception et la réalité. La perception, ce n'est pas la réalité. Et la manière dont ces faits ont été traités
fait de sorte que les gens peuvent avoir ce comportement. Mais il demeure qu'au Sénégal, il n'y a pas une question d'insécurité. Babacar, ici au Sénégal, hormis les forces de défense et de sécurité, vous pouvez voir un Sénégalais qui vit, qui meurt à un âge avancé sans jamais avoir manié une arme. Il faut faire très attention. Et puis, en matière de mesures de criminalité, il y a des indicateurs. On ne peut pas, sur une séquence, dire que le Sénégal est devenu un pays où il n'est plus sûr de vivre, etc., où il y a une insécurité. Ça se mesure sur une durée plus longue que ça et dans une superficie géographiquement plus importante. Comme l'a rappelé si bien mon maître, le professeur Lamine Diaye, il faut relativiser et savoir qu'il y a des indicateurs sur le plan scientifique qui permettent de dire qu'il y a une insécurité. La police elle-même, elle donne des chiffres chaque année et ces chiffres corroborent ce que vous dites tous les deux, que ce n'est pas à un certain niveau cette criminalité supposée ou réelle en tout cas. On vous retrouve... Au Sénégal, le taux est dans les proportions normales. Ça tourne autour de 2 pour 100 000 habitants. Ouais. Merci. Merci Khalifa Boubacar Diagne. Ce n'est pas une société où on ne peut pas avoir de crime. Ça n'existe pas. Zéro criminalité, c'est vrai. Merci Khalifa Boubacar Diagne, psychologue conseiller, Djibi Diallo, ancien sous-préfet de Dakar Plateau, docteur en criminologie. Merci à tous les deux. Merci à Aliou et Maïssa, à la régie, à la production Abdou Thiam, à la rédaction, la coordination Elage Ndiogoudien, Anna Rocha. Restez avec nous, 12h45. Les programmes se poursuivent sur RFM. Dans un quart d'heure, le grand journal en Wolof présenté par Fama John.